le rôle et les responsabilités des autorités administratives et politiques dans les manifestations publiques et politiques. Nous allons en parler ce matin dans notre émission Droits et devoirs des citoyens sur Radio Lomé. Nous parlerons aussi du cadre légal et la gestion de ces manifestations et quand est-ce qu'il faut faire usage de la force. Avec nous ce matin, M. Adéli Zanlassé, le responsable chargé de l'EDH, Éducation aux droits humains à Amnesty International. Bonjour, M. Adéli. Bonjour, M. Niquez. Et merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Merci à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Lomé. Également avec nous, M. Fabien Hoffner, le chercheur au bureau régional de Amnesty International, bureau Dakar. Bonjour, M. Fabien. Bonjour, M. Niquez. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous dans cette émission. Merci. Alors, la première question va à M. Adéli. Pouvez-vous nous rappeler le cadre légal national et international qui régit le droit à la manifestation publique au Togo? Fabien? Oui. Alors... Désolé. Oui, donc concernant le droit international, comme vous le savez, c'est un petit peu pyramidal, mais au sommet de cette pyramide, il y a ce texte que beaucoup de gens connaissent, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a cet article 20 de cette déclaration qui déclare donc que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Donc il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, il y a tous les traités, toutes les normes des Nations Unies, de l'ONU. Et à ce niveau-là, c'est l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui protège ce qui est appelé le droit de réunion pacifique. Ensuite, toujours au niveau de l'ONU, ça va être un passage un petit peu technique, mais il y a ce qu'on appelle les observations générales. En fait, les observations générales, ce sont des textes qui précisent et qui interprètent les articles des traités, qui sont en général assez courts et assez généraux. Il faut donc une précision, une interprétation, et ce qu'on appelle ces observations générales. Qui a été adopté en 2020, qui est chargé de ce rôle. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Ensuite, si on parle du niveau international et qu'on parle du Togo, il y a bien sûr le continent africain. Au niveau du continent africain, il y a bien sûr la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et elle aussi, son article 11 défend le droit de réunion pacifique. La première phrase de cet article, c'est « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres ». Et ensuite, de la même façon que pour l'ONU, les observations générales précisent et interprètent les articles des pactes, et bien au niveau du continent africain, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ce rôle-là de protéger les droits humains, mais aussi d'interpréter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en ce qui concerne la question qui nous intéresse, eh bien, ce sont les directives de la Commission sur la liberté d'association et de réunion en Afrique qui offrent cette interprétation, ce détail qui rentre dans les détails sur le droit de manifester pacifiquement, le droit, ce qu'on appelle le droit de réunion pacifique. Alors, M. Adéli. Oui, j'ajouterais juste le cadre national. Au Togo, où nous avons la loi de 2011, on en avait parlé lors de l'émission précédente, où on parlait de 2011, loi Bodjona, loi Pascal Bodjona, qui prévoit justement le cadre dans lequel les citoyens togolais peuvent manifester, c'est-à-dire comment on doit faire les déclarations et non une autorisation, à qui on adresse les déclarations. Cette loi a été modifiée en 2019, puis en 2021, on aura l'occasion de revenir sur quelques dispositions par rapport au thème précis de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle et les responsabilités des autorités publiques politiques. Oui, M. Adéli. Concrètement, quelles sont les responsabilités des autorités administratives dans l'organisation et l'encadrement des manifestations pacifiques? D'accord. Merci. Le rôle de ces autorités, c'est il faut partir du principe de ce que disait également Fabien, que les autorités sont les garants de nos droits. C'est-à-dire que ils doivent s'assurer que nos droits soient respectés, ils doivent s'assurer que nos droits sont protégés, ils doivent s'assurer que nos droits sont réalisés. Donc, aussi longtemps que manifester
aussi longtemps que se réunir fait partie des droits humains, donc il appartient aux autorités administratives et politiques décentralisées, déconcentrées ou même au plus haut sommet de l'État, de veiller à ce que chaque citoyen puisse jouir de ce droit quand il voudra jouir de ce droit. Parallèlement, si un citoyen ne veut pas jouir de ce droit, il ne faut pas qu'on force quelqu'un à manifester, par exemple. Donc, il appartient aux autorités de veiller à ce que le droit-là, enfin, que les citoyens puissent jouir de ce droit-là. Donc, ça voudrait dire qu'il doit prévoir des lois qui favorisent la jouissance de ce droit. Ça voudrait dire que le cadre politique, le contexte même, permettent également la jouissance de ce droit-là. Monsieur Fabien, vous confirmez? Je confirme, c'est du droit, donc c'est factuel. Ok, c'est bon. À quel moment et sous quelles conditions les autorités peuvent-elles restreindre ou interdire une manifestation, M. Adébi? Fabien? Oui. Alors, on peut restreindre un... Pardon? Fabien, oui, vous répondez? Oui. On peut restreindre le droit de réunion pacifique, hein, c'est un droit, mais certains droits sont limités. Et ce qu'ajoute l'article 21 du Pacte international des Nations Unies dont on parlait, et ce qu'ajoute également l'article 11 de la Charte africaine, c'est qu'il peut y avoir des restrictions au droit de réunion pacifique, mais celles-ci doivent être évidemment justifiées par un intérêt supérieur au droit de se rassembler. Et les articles citent notamment certaines grandes familles de justifications, notamment des raisons de santé, des raisons de sécurité, des raisons d'ordre public. Par exemple, on peut imaginer qu'en cas d'épidémie ou de grave pandémie mondiale ou d'épidémie dans un pays, les autorités puissent dire qu'il est beaucoup plus sage que 150, 2000, 5000 personnes ne se rassemblent pas pour manifester, dans la mesure où ça peut aggraver cette épidémie, cette pandémie et causer potentiellement des victimes. On peut aussi penser que pour des raisons, par exemple, d'ordre public, cela peut être de faire en sorte que dans une situation d'extrême tension géopolitique, certaines manifestations ne soient pas forcément autorisées. Mais je pense qu'on là, on est plutôt dans un cadre où on peut parler, par exemple, de catastrophes naturelles. S'il y a un risque d'ouragan mardi, on peut imaginer qu'il n'est pas très sage, encore une fois, de permettre à des gens de manifester en considérant qu'il y a un risque pour eux-mêmes. C'est quelques exemples qui ne sont pas écrits dans le droit, mais qui font partie des possibles justifications qui permettraient d'interdire des rassemblements. Mais dans tous les cas, les autorités ont l'obligation de justifier ces interdictions, de prouver qu'elles sont nécessaires et proportionnelles. C'est-à-dire qu'avant d'interdire une manifestation, il peut y avoir une gradation avec différentes propositions alternatives. Et en dernier recours, si la décision c'est d'annuler une manifestation, eh bien, il faut vraiment que ça soit justifié par des intérêts qui soient très importants et très supérieurs. Voilà dans le cadre du droit, en tout cas international. Là, c'est peut-être que tu veux préciser le droit national. Le droit national va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut la proportionnalité, il faut la légalité, il faut la nécessité. Et comme tu le disais, Fabien, le droit national impose aux autorités de justifier pourquoi ils veulent interdire, ils veulent restreindre le droit à la liberté de manifestation. Donc, ça voudrait dire que l'autorité qui veut un jour interdire que les gens puissent manifester doit pouvoir démontrer, doit pouvoir expliquer, doit pouvoir justifier pourquoi elle est en train de prendre une telle mesure, soit en évoquant la question de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique, comme vous l'avez dit, Fabien. Mais dans tous les cas, les manifestants également ont la possibilité de toujours faire un recours contre la justification, la motivation que dit l'autorité. C'est pourquoi l'autorité doit veiller à ce que ce qu'elle invoque comme justificatif pour interdire une manifestation doit être proportionné au risque qu'elle est en train de voir arriver. Donc, on ne peut pas dire qu'on interdit une manifestation parce que il y a risque de trouble à l'ordre public sans pouvoir justifier quel est véritablement ce risque-là. Et est-ce que c'est interdire la manifestation qui va régler le problème? Est-ce que différer la manifestation ne va juste pas régler le problème? Est-ce que déplacer la manifestation ne va juste pas régler le problème? Est-ce que faire une petite sensibilisation en amont ou renforcer le dispositif sécuritaire pour encadrer la manifestation ne va juste pas régler le problème? Donc, c'est un peu des mesures de proportionnalité que l'autorité doit voir
envisager, évaluer avant d'arriver à une mesure extrême de j'interdis tout simplement la manifestation. Donc voilà un peu la précision que le cadre légal donne et qui, ma foi, peut amener à censurer la décision de l'autorité, c'est-à-dire que si l'autorité ne reste pas dans la légalité, dans la proportionnalité, dans la nécessité, si les organisateurs de la manifestation font un recours contre la décision de l'autorité, le juge peut annuler la décision de l'autorité pour dire que, bon, mais monsieur l'autorité, sur ce point, vous exagérez un peu, en fait. Donc, il appartient aux autorités de bien justifier leur décision. Dans ce cas, M. Adéli, oui. Quelles sont les procédures légales assurées par les autorités? Alors, parlant de procédures, ici au Togo, c'est la loi 2011 dont on parlait tout à l'heure dans sa version révisée, surtout en 2021. Son article 12 notamment prévoit que avant que l'autorité n'aille jusqu'à interdire une manifestation, elle doit appeler les organisateurs, discuter avec les organisateurs des réserves que lui voit par rapport aux questions de sécurité, par rapport aux questions d'itinéraire, par rapport aux lieux que les organisateurs veulent utiliser pour faire leur manifestation. Il doit y avoir une discussion interactive entre ces deux parties. Moi, si je lis ça, je comprends que le législateur, le Togolais, voudrait faire tout pour qu'on puisse manifester, c'est-à-dire faites tout pour que les gens puissent manifester. C'est ce que moi je comprends quand moi je lis ça, c'est-à-dire que discuter, trouver un terrain d'entente pour que ceux qui veulent manifester puissent manifester. Et ça doit intervenir 72 heures avant la date prévue pour la manifestation. De sorte qu'on a encore le temps d'arranger ce qu'il faut arranger. Après cela, la balle est retournée dans le camp des organisateurs, c'est-à-dire que l'autorité a fait des observations pour dire que, ok, par exemple, là où vous voulez manifester, je pense que le lieu est fermé, trouver un lieu ouvert où, si éventuellement il y a des risques que tout le monde puisse partir sans approuve, sans qu'il y ait des blessés, par exemple, il appartient maintenant aux organisateurs de trouver des réponses aux inquiétudes de l'autorité un à un et revenir pour dire que voici les solutions qu'on propose à toutes les inquiétudes que vous avez soulevées. Et à la suite de ça, l'autorité doit pouvoir dire ok, manifester. Mais s'il y a toujours de l'insatisfaction, là, la loi prévoit que l'autorité peut interdire la manifestation ou demander que la manifestation soit différée. Mais une fois de plus, par rapport à ce qu'on vient de se dire, il faut que ce soit la mesure extrême. C'est-à-dire qu'en termes de proportionnalité, il ne faut pas que par défaut, je dis que l'interdiction, moi en tant qu'autorité, je dis que l'interdiction, la loi me prévoit que je puisse interdire et que donc je peux interdire. Il faut que ce soit la mesure extrême, en fait. Donc, voilà un peu le cadre prévu par la loi togolaise. Oui, monsieur Adéli, comment est-ce que les autorités politiques sont-elles impliquées dans la prise de décision concernant la liberté de manifestation? Justement, cette prise de décision, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire là, l'article 12 une fois de plus, c'est-à-dire que vous, organisateurs de manifestation, vous avez une vision, vous avez une idée en prévoyant votre manifestation. L'autorité peut revenir vous dire que, ok, j'ai des observations sur tel point, j'ai des observations sur le lieu, l'itinéraire, les questions de sécurité, comment il y aura une coproduction de sécurité entre vous, organisateurs, et les forces de l'ordre, par exemple, avoir cette discussion-là. Et à la suite de cette discussion, trouver des attentes. Donc, tout ça, comme je le disais tout à l'heure, dans les 72 heures avant l'heure prévue, de sorte que, à la fin, si les autorités et les organisateurs n'arrivent pas à s'entendre sur comment les choses doivent se passer, sur l'itinéraire, par exemple, que les organisateurs puissent faire un recours tout simplement devant le juge administratif pour dire que, ok, nous estimons qu'il n'y a pas de risque à passer par tel itinéraire, mais l'autorité nous refuse de manifester sur tel itinéraire. Et donc, le juge va arbitrer entre les deux parties pour dire que, ok, voici ce qu'il faut ou voici ce qu'il ne faut pas. L'autre chose également qui est objet de discussion ou qui permet à ce que les autorités interviennent dans l'organisation, c'est justement sur l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir discuter avec les organisateurs des manifestations pour que chaque partie comprenne l'utilité, par exemple, des forces utilisées pour encadrer ou sécuriser la manifestation. C'est un peu
comme autant les gens ont le droit de manifester, certains ne voudraient pas manifester ou certains ne seraient pas d'accord que vous manifestez. Donc, il appartient aux autorités d'expliquer l'approche de sécurisation des manifestations aux organisateurs, par exemple, pour que tout le monde se sente sécurisé, pour que chacun puisse jouir de ce droit-là, le droit de manifester. Alors, M. Fabien, existe-t-il poursuivre un processus de concertation avec les organisateurs de manifestations? Alors, si vous me le permettez, ce qui est très important de rappeler aussi, et c'est ce qui est écrit dans les textes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est que le fait de participer à des réunions, à des manifestations est un droit et pas un privilège. Et donc, la conséquence de ça, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est que le droit de manifester, le droit de réunion n'exige pas d'autorisation de l'État. Ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Le présupposé, c'est pas que l'État doit donner son autorisation pour une manifestation. En revanche, tout ce qu'expliquait Lassé, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un système de notification préalable. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'autorisation de l'État, on n'écrit pas une lettre pour demander une autorisation de l'État en attendant sa réponse, mais on envoie une notification à telle autorité responsable en lui disant « Bonjour, nous comptons manifester ce jour-là, à telle heure, pour telle question, en apportant quelques précisions. » Et l'idée, c'est pas que l'État, les autorités répondent en donnant leur autorisation. L'idée, c'est que ça permette, ce qu'expliquait Lassé, cet échange pour faciliter le bon déroulement de la manifestation ou du rassemblement et pour garantir la sécurité. Mais encore une fois, dans le droit international, dans le droit de l'Union africaine, il n'est pas demandé une manifestation de l'État. Voilà, c'était pour compléter un petit peu ce qu'on disait. Merci beaucoup, monsieur Fabien Fner. Nous allons aborder maintenant la gestion des manifestations et quand est-ce qu'il faut faire recours à la force. Depuis quelques années, certaines manifestations ont été interdites ou réprimées de façon violente. Quelles sont les raisons avancées par les autorités pour justifier l'usage de la force? Monsieur Adjebi. Merci beaucoup. Je suis tenté de dire que la raison principale, c'est peut-être l'idée de la défiance à l'autorité de l'État. C'est-à-dire que les autorités sont dans la logique de dès que nous avons interdit une manifestation, elle ne doit pas avoir lieu. Et si vous osez manifester, c'est que vous défiez l'autorité de l'État et donc on doit pouvoir vous disperser, on doit pouvoir vous réprimer. Je me dis que c'est la réflexion par défaut. Or, en réalité, tant qu'une manifestation ne trouble pas l'ordre public, en réalité, elle ne devrait pas être dispersée. C'est-à-dire que vous pensiez en tant qu'autorité que cette manifestation pourrait troubler l'ordre public. C'est pourquoi vous dites que vous l'interdisez. OK, entre-temps, peut-être les gens ont fait des recours devant le juge, on entend les réponses, ou entre-temps, on a trouvé une formule qui nous permet de manifester sans troubler l'ordre public. Dans ce cas, qu'est-ce qui justifie fondamentalement qu'on fasse usage du recours à la force ou qu'on fasse usage à la force? Pour moi, c'est juste le fait qu'on a interdit cette manifestation, qu'on pense qu'on doit pouvoir interdire, on doit pouvoir utiliser la force. Et ma foi, comme le disait Fabien, manifester, ce n'est pas un privilège, mais c'est un droit. Donc, sur ce point-là, tant que la jouissance de ce droit n'entrave pas le principe de l'égalité en termes de trouble à l'ordre public, trouble à la sécurité ou trouble à la santé publique, cette manifestation ne devrait pas poser de problème. La preuve, la loi togolaise, la loi de 2011 dont on est en train de parler, dit clairement que les manifestations spontanées ne sont pas régies par la loi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas informer l'autorité à l'avance. Toute la procédure dont on est en train de parler ne sont pas applicables pour les manifestations spontanées. Donc, si je fais, comment dire, une réflexion par extension, est que oui, je veux bien manifester jeudi. Vous me dites que je n'ai pas le droit de manifester jeudi. Entre-temps, ce qui me chagrinait arrive à un point où, écoutez, jeudi matin, je pense que non, il faut que je rentre dans la rue. Bon, cette manifestation, je peux dire que ça devient spontané. Mais du moment où ça ne trouble pas l'ordre public, ça veut dire que ça ne dérange personne en réalité. Et donc, on ne devrait pas disperser, mais bon, on pense que défiance à l'autorité de l'État et on doit être réprimé, ou on doit disperser, ou on doit faire usage de la force. Normalement, on fait usage de la force pour disperser les manifestations quand
cette manifestation devient violente, trouble gravement l'ordre public, là encore dans des proportions dont Fabien pourrait nous parler si on veut, ici ou dans une autre émission, si on veut. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire sur ce point. Oui, j'ai compris. Comment, M. Fabien, comment les autorités peuvent-elles concilier le maintien de la sécurité publique avec le respect des droits fondamentaux des manifestations? M. Fabien? Alors oui, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt, le droit international évoque quelques grands scénarios qui pourraient conduire à l'interdiction de réunions pacifiques de manifestations. Peut-être plus tard, comme l'a dit Lassé, on évoquera les questions du maintien de l'ordre dans le cas de manifestations qui deviennent violentes. En revanche, si on parle là de maintien de la sécurité publique, ce qui est dit très clairement dans les textes, c'est que ce n'est pas parce qu'une réunion pacifique, une manifestation peut provoquer des réactions violentes de la part d'autres personnes qu'il faut l'interdire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une manifestation, c'est pas parce que des gens sont hostiles à une manifestation, par exemple en faveur de la Palestine ou en faveur de l'État d'Israël, et que cela provoque des violences de la part de personnes qui ne sont pas favorables à ça, que la manifestation doit être interdite. Et ça, je pense que c'est assez important. On peut manifester, même si des gens ne sont pas d'accord avec ça et manifestent même leur désaccord de façon violente. Par exemple, imaginons des gens qui lancent des tomates sur une manifestation. C'est pas pour ça qu'une manifestation doit être interdite. Le droit de manifester doit être maintenu et protégé. Et ça, c'est le rôle, encore une fois, des autorités et des forces de l'ordre qui ont la responsabilité de protéger les manifestations et les manifestants. J'en viens à cette question d'ordre public, puisque comme l'expliquait Lassé, dans de nombreux pays, la préservation de l'ordre public est souvent avancée comme une raison permettant d'annuler des manifestations, d'interdire des manifestations. C'est pas tout à fait vrai. Ce que disent les textes internationaux, c'est que ça peut être une des raisons. En revanche, ce qui est très clairement dit dans ces textes, c'est que les États ne devraient pas s'appuyer sur une définition vague de la notion d'ordre public pour justifier des restrictions trop larges. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans la région et à quelques reprises au Togo, où on dit systématiquement risque de trouble à l'ordre public, risque de trouble à l'ordre public. On ne sait pas de quel trouble à l'ordre public il s'agit. Il n'est pas précisé quelles pourraient être les conséquences de ces manifestations, mais on utilise ce trouble à l'ordre public pour interdire quasiment systématiquement certaines manifestations. Et c'est important de rappeler dans le droit international, voilà, encore une fois, il est clairement dit qu'on ne peut pas invoquer ici et là le trouble à l'ordre public comme justification d'interdiction de manifestations, et qu'il faut des raisons qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus justifiées, beaucoup plus graves que quelques réactions épidermiques qui peuvent surgir ici et là, ou même quelques violences limitées. Voilà. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit, comment les leaders politiques et administratifs peuvent-ils renforcer la confiance des citoyens dans leur droit de manifester pacifiquement? M. Aguirre. Merci beaucoup. Pour moi, le bon encadrement doit être la base. Le bon encadrement doit être la base, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en encadrant les manifestations, en voulant sécuriser les manifestations, on en arrive à dissuader les gens qui veulent manifester ou les organisateurs pour dire que ce n'est pas ce qu'il faut pour nous, qu'on arrive à craindre pour sa vie en voulant manifester. C'est un droit comme tout autre droit, le droit de respirer, le droit de s'alimenter. Il ne faut pas que j'ai peur en allant à une manifestation. Et ça, c'est le rôle des autorités de prévoir un cadre politique qui favorise cela, c'est-à-dire la multiplication des interdictions, la multiplication des répressions des manifestations, la multiplication de l'utilisation excessive de la force, c'est-à-dire que quand on va jusqu'à blesser, à ce qu'il y ait des gens qui soient morts, peuvent être de nature à décourager les manifestants ou les manifestations. Donc, il appartient, à mon sens, aux autorités d'aider à ce que chacun comprenne que manifester, c'est un droit, que manifester ne voudrait pas dire casser, ne voudrait pas dire, je ne sais pas, violenter les gens. Et donc, pour qu'il y ait, à mon sens, une bonne communication des deux parties. Par exemple, au Togo, il y avait une bonne pratique dans les années 2017-2018 qui consistait, pour chaque manifestation,
à faire ce qu'on appelait des briefings et des débriefings entre les organisateurs de la manifestation, les autorités administratives, la CNDH, les organisations de la société civile et les forces de sécurité qui encadraient les manifestations. Ça permettait à ce que les consignes claires soient données à toutes les parties. Ça consistait à ce que les intentions de chaque partie soient explicitées à l'autre. Et à la fin également, le débriefing consistait à voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour les prochaines fois. L'avantage, c'est que les prochaines fois, vous savez que quand vous allez à une manifestation, vous serez mieux protégé parce qu'on a appris des leçons de la manifestation dernière. L'avantage, c'est que les organisateurs savent également quel message donner à leurs sympathisants pour qu'ils sachent mieux se conduire durant cette manifestation. Les forces de l'ordre également savent quel message donner. Donc, à la fin, il y a comme une culture de la bonne manifestation qui est entretenue par toutes les parties et ça encourageait les manifestations sans heurts, sans à-coups et chacun était content de participer aux manifestations. L'ambiance était bon enfant comme on le disait. Mais après, cette pratique n'a pas continué et pour moi, c'est entre autres choses qui peuvent aider à ce que on puisse manifester de façon gaie, de façon relaxe, j'ai envie de dire, sans pour autant porter atteinte à d'autres points. Merci. Alors, pour conclure et s'ouvrir sur des perspectives, quelles réformes ou initiatives sont nécessaires pour améliorer le rôle des autorités dans l'encadrement des manifestations? Monsieur Fabien? C'est une question qui n'est pas évidente puisqu'on c'est difficile de la déconnecter de contexte. Il y a évidemment le droit qu'on a tenté d'expliquer avec l'AC, le droit international. Après, il y a les contextes. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le cœur de tout cela, je pense, dans le droit international, c'est que manifester est un droit et que ce n'est pas un privilège. Donc, comme on l'a expliqué, ces questions de demande d'autorisation, ces questions d'interdiction ne devraient même pas exister, où que ce soit dans le monde. Donc, il se pose évidemment la question du contexte et du contexte politique. On est parfois, dans certains pays, face à des régimes qui tout simplement refusent d'appliquer les traités qu'ils ont eux-mêmes signés, refusent de respecter ces droits. Donc, on se retrouve dans des situations où tout simplement les citoyens ne peuvent pas manifester et on se sert de ces outils légaux pour jouer de ces législations et les interdire. Donc, on utilise la question de trouble à l'ordre public, on utilise des questions de non-respect d'itinéraire interdit. Donc, on prétend utiliser le droit et respecter les outils du droit international pour interdire légalement ces rassemblements qui sont bien souvent dirigés contre les autorités en place ou qui dérangent en tout cas le pouvoir. Donc, ce qui est très important de rappeler, c'est que ce droit international existe, que les citoyens de tous les pays peuvent l'utiliser. Il peut y avoir des recours également face aux Nations Unies, aux rapporteurs spéciaux, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui permettent de tenter de faire respecter ces droits-là. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que le droit est un petit peu technique, mais c'est aussi très important de le vulgariser pour que tout le monde sache quels sont leurs droits et ce qui est possible ou pas. Et que les citoyens puissent également rappeler certaines de leurs autorités à ce droit international auquel elles ont bien souvent elles-mêmes souscrit. Donc il y a le droit et il y a le contexte. Évidemment, sans volonté politique forte de faire respecter ces droits, on se retrouvera forcément tout le temps dans des situations extrêmement compliquées. C'est pour ça que peut-être dans certaines situations, c'est possible de dialoguer avec le régime, comme l'a expliqué l'AC, et de faire en sorte que la communication circule mieux pour que tout le monde puisse se retrouver et trouver son intérêt. Les autorités parfois aussi se retrouvent face à des manifestations. Peut-être qu'elles n'ont pas toujours les moyens de sécuriser en un temps record. Encore une fois, ça dépend beaucoup des contextes. Donc le dialogue est important, mais il faut surtout se souvenir que le droit de manifester est effectivement un droit et pas un privilège. Et donc le caractère automatique de cela, c'est que les gens doivent pouvoir manifester. Alors, M. Adjeli, quel message final souhaiteriez-vous transmettre aux autorités, ou bien aux citoyens, mais aussi aux autorités, sur l'importance du respect des droits des manifestations publiques? C'est la dernière phrase de Fabien. Manifester, c'est un droit et non un privilège. Donc, les autorités doivent veiller à ce que ce droit soit respecté. Ce n'est pas un privilège. De la même manière,
les citoyens, les organisateurs de manifestations, doivent également s'assurer que le cadre légal qui existe soit respecté. Ils doivent savoir que c'est leur droit et non c'est un privilège qu'on leur accorde, et donc revendiquer ce droit-là au cas où justement on voudrait entraver ce droit à travers les recours légaux qui sont prévus par les lois. Donc voilà un peu juste avec quoi je voudrais conclure. Merci. Monsieur Fabien Hoffner, je rappelle que vous êtes chercheur au bureau régional d'Amnesty International à Dakar. Avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de fin? Je vous remercie à vous d'avoir animé cette émission qui est toujours intéressante. Comme je disais, le droit, c'est souvent quelque chose de technique. C'est très important de le vulgariser parce qu'il y a de plus en plus de textes, de traités qui se superposent, d'institutions qui se superposent. Donc, c'est toujours très flou. Ça semble parfois très éloigné des préoccupations des gens. Mais ce dont on se rend compte, c'est que de l'Europe à l'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, ce sont des droits qui sont très importants et qui sont revendiqués par les personnes elles-mêmes. Et je pense que dans le contexte actuel où voilà, le monde fait face à un certain nombre de conflits, un certain nombre de dérives autoritaires où ces droits sont mis à mal, il est d'autant plus important de rappeler ces droits et que des personnes le défendent ou le rappellent. Et c'est aussi, je pense, toute la noblesse du journalisme de participer à la vulgarisation de ce droit international et à la connaissance de ce que sont les droits des citoyens et au quotidien, parce qu'on parle de choses qui sont bien souvent quotidiennes et qui ne sont pas abstraites. On parle de manifester pour le coût de la vie, la cherté de la vie, contre certaines violences. Tout n'est pas non plus toujours politique. Il y a beaucoup de manifestations qui sont socio-économiques, qui permettent de défendre d'autres droits. Et je pense qu'en 2024, encore plus qu'avant, c'est quelque chose de très important au Togo comme ailleurs. Monsieur Adévi, votre mot de fin? Juste vous dire merci, Monsieur Nicaise, dire merci aux internautes et aux téléspectateurs qui sont restés avec nous ces quelques minutes. Et merci surtout à la mère des radios, Radio Lomé, de nous accorder ce temps. On sera heureux de revenir à vous pour parler notamment des questions de force de sécurité, comme on a commencé par l'effleurer déjà. Merci beaucoup, Monsieur Nicaise. Moi aussi, je serai ravi de vous retrouver très prochainement dans nos studios. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Fabien depuis Dakar, merci à David depuis Lomé. Pour la fin de cette émission, merci de l'avoir écouté. Bon week-end à tous et à la prochaine. Merci.